Je m'appelle Adrien Joly, je suis coach technique chez Shodo et j'interviens généralement en clientèle pour aider les équipes de dev à reprendre le contrôle de leur code base. Souvent ils sont un peu paumés après quelques années de développement et parfois ça va impacter aussi leur process de développement. Aujourd'hui on va parler de code legacy et surtout comment on fait pour en sortir. Alors qu'est-ce que je veux dire par code legacy? Du code legacy, c'est du code qui a de la valeur pour l'entreprise parce qu'il lui rapporte de l'argent, mais que les développeurs ont peur de modifier. Alors comment on fait pour reconnaître si vous êtes dans une codebase legacy? Par exemple, si votre vélocité est basse ou qu'elle ne fait que baisser, donc vous mettez de plus en plus de temps à amener des nouvelles fonctionnalités dans votre produit. Si vous avez de plus en plus de bugs et de régressions fonctionnelles qui apparaissent en production, au fur et à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités. Et si vous avez des développeurs dans l'équipe ou des développeuses, que si jamais elles s'en vont, ça va être compliqué pour l'entreprise de subsister, ça, c'est des indications que probablement vous avez affaire à une codebase legacy. Qu'est-ce qui se passe surtout pour les devs dans cette situation? La première étape, c'est le rechignement, c'est-à-dire que dès qu'on va vous demander de faire une feature, c'est « oh là là, ça touche dans la partie de la codebase que j'aime pas, ça me fait peur ». La deuxième, c'est des tensions, c'est-à-dire que potentiellement, vous allez shipper un peu à la bourre, donc l'équipe produit, elle va commencer à être tendue vis-à-vis de vous, elle va croire que vous n'êtes pas bon, elle va croire que vous ne comprenez pas, ou alors vous allez croire que les produits ne peuvent pas comprendre vos problèmes, enfin bref. Ça peut vite commencer à devenir compliqué humainement. Et enfin, la dernière étape, c'est la résignation. C'est bon, de toute façon, tout le monde s'en fout, la codebase, elle est pourrie, donc je vais continuer à shipper du code pourri, et puis si ça me saoule un jour, je m'en vais. Mais ce qu'on oublie, c'est que le code legacy, c'est aussi un problème pour l'entreprise, pas seulement pour les devs. Par exemple, si vous shippez plus de bugs que de fonctionnalités, il est probable que les concurrents de votre entreprise attirent plus de monde, parce que c'est plus stable, le produit, il marche mieux. Le churn, c'est le fait que les développeurs, au bout d'un moment, ils en aient marre et ils s'en aillent de l'entreprise. Ça, c'est un coût aussi non négligeable pour l'entreprise, puisque derrière, il faut réembaucher, et embaucher, ça coûte très cher. Et enfin, le buzz factor, c'est si jamais le fameux développeur que je mentionnais plus tôt, qui sait tout, s'en va de l'entreprise, là, c'est un énorme risque stratégique pour la boîte, puisque plus personne n'est en mesure de maintenir le code existant. Alors comment on fait quand on est face à ça? Voici ce que j'observe souvent en clientèle. Le développeur qui veut retaper le legacy, on lui dit non, il n'y a pas le temps, on a une grosse roadmap, d'abord la roadmap et après on verra, quand on aura le temps. Spoiler, le quand on aura le temps, c'est jamais, ça n'arrivera pas, d'accord? Ça représente quoi? Ça veut dire qu'en gros, la personne qui vous dit on n'a pas le temps, elle n'a probablement pas une bonne image de quel est le risque auquel est confrontée l'entreprise et quel est le coût de maintenir ce legacy sans le rénover. La refonte en sous-marin, ça c'est pareil, c'est quelques développeurs qui m'ont dit qu'ils font ça de temps en temps. C'est-à-dire que le PO, il vous dit « Ok, combien de temps il faut faire cette feature ?» Vous dites « Normalement, ça vous prendrait une semaine. » Vous savez qu'en vrai, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et du coup, vous lui dites juste « Bon, ça prendra un mois, au lieu de dire une semaine. » Parce que vous savez que derrière, sans le dire au PO, vous allez passer 3 semaines à refactorer. Mais vous dites surtout pas au PO que vous faites du refactoring, hein, sinon il va vous engueuler. Ça reflète qu'il y a un problème de confiance entre l'équipe de dev et l'équipe produit. Ce qui est pas sain à long terme, en fait. Et la refonte sans fin, celle-là, c'est mon cas préféré. C'est il faut refondre, d'accord? Donc il n'y a pas de plan, on y va, on commence à refondre, et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une codebase legacy, une codebase nouvelle version, qui n'est jamais shippée parce qu'elle n'est jamais prête, et vous vous retrouvez à maintenir 2 codebases. Et la deuxième devient aussi un legacy. Donc là, vous partez avec un problème, vous finissez avec 2 problèmes. Donc ça veut probablement dire que vous n'êtes pas encore assez mûr sur la planification, sur comment on fait pour remédier sur du legacy. Et ça veut probablement dire qu'il faut que vous ayez besoin d'un petit coup de main sur comment on s'y prend en fait, en termes de méthodologie. Petite étude de cas basée sur ce que j'ai vécu en clientèle. Donc imaginez, vous êtes dans une boîte qui développe un site e-commerce, qui vend des produits en France, en euros, à des clients français. Et vous voulez vous ouvrir aux États-Unis. Vous allez vendre en dollars, en plus des euros. Et votre code, comme la boîte elle existe depuis plusieurs années, il commence à être assez complexe à maintenir, la codebase grossit. Du coup, vos devs, ils sont complètement flippés. Ils se disent, mais dès qu'on va toucher, dès qu'on va passer en dollars, il va y avoir des bugs partout, ça va être l'enfer. Donc ce que je vous recommande de faire dans cette situation-là, pour ne pas partir dans le mur, c'est de commencer par mesurer les coûts et les risques. On va voir plus tard que c'est hyper important. Comment on fait pour mesurer? Vous pouvez mesurer la qualité et la santé du code, un peu dans l'esprit de ce que nous montrait Loïc à l'instant. Il y a plein de manières de le faire, il y a Sonar, il y a plein d'indicateurs qui permettent de le faire. Et là, en particulier, on pourrait dire, tiens, ce qui va le plus être impacté, c'est la logique de prise de commande, vu que c'est un site e-commerce. Donc commençons par là. Vous pouvez aussi compter le nombre de bugs qui apparaissent et de régressions fonctionnelles qui apparaissent à chaque fois que vous ajoutez une fonctionnalité et que vous l'envoyez en prod. Vous pouvez compter le temps que vous passez à faire des correctifs, donc correction de bugs, réajustement fonctionnel, etc. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez calculer le coût réel par feature. C'est-à-dire que vous pouvez comparer ce que vous avez annoncé au PO versus ce que ça vous a pris en vrai pour shipper la feature et pour corriger tous les problèmes que ça a amené. Une fois que vous avez repéré en fait qu'est-ce qui était problématique, grâce à toutes ces mesures, vous pouvez commencer à réfléchir à un plan.
Donc avant de faire un plan, il faut définir un périmètre. On ne refactore pas toute une code base comme ça en un seul coup. Il faut vraiment choisir une première partie et après, progressivement, on pourra faire les autres parties. Donc là, on va focaliser sur la partie prise de commande, checkout en anglais. Exemple de choses qu'on a pu faire en mission, pour prévenir les anomalies, donc les bugs, hein, grosso modo, on pourrait utiliser des value objects. Donc ça, c'est un pattern statique de DDD qu'on a vu aussi à l'instant. Comment faire pour internationaliser? Potentiellement, il va falloir utiliser plusieurs devises. Donc là, on était full euro. Là, on va avoir des euros et des dollars qui vont se balader dans la base. Évidemment, on n'a nulle part écrit euro dans la base de données puisque c'était implicitement des euros. Donc première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir expliciter. C'est-à-dire que dans la code base, il va falloir faire une migration pour dire « Ok, ce montant est un montant en euros ». Dans le catalogue, dans la liste des commandes, etc. Pendant que vous refaites de la refonte, il ne faut surtout pas imaginer de faire un code freeze. C'est-à-dire que potentiellement, il y aura quand même des petits bouts de fonctionnalités à faire, des petits bouts de correctifs à faire. Donc il ne faut surtout pas partir sur une branche à part et partir du principe que tout s'arrête à côté. Donc un indicateur qui va être hyper utile, c'est de mesurer dans le code qui s'exécute en production, quelle est la proportion entre le vieux code qui s'exécute et le nouveau code qui s'exécute. Comme ça, vous pourrez voir où vous en êtes. Et enfin, on va pouvoir calculer, une fois qu'on a fait tout ça, on pourra calculer le coût. Qu'est-ce que nous revient la refonte? Bon, c'est de l'estimation gros grain encore à ce stade, hein, mais on peut déjà commencer à estimer le nombre de jours à investir par rapport au coût que ça représenterait, comme on l'a calculé avant, du status quo, c'est-à-dire si on change rien, quoi. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Une fois qu'on a ces deux coûts, il faut venir en parler avec les autres personnes qui vont être impactées par votre refonte. Je pense notamment à l'équipe produit. Donc allez les voir et leur dire, ben voilà, on a un problème. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ship toujours à la bourre et on ship plus de bugs que de fonctionnalités. Ça représente un coût qu'on estime à tant de milliers d'euros ou de dollars par an, plus des risques qui sont aussi mesurés en dollars ou en euros. Là, vous pouvez arriver avec votre plan de refonte, donc la solution miracle à tous ces problèmes que vous venez d'énumérer, et vient un moment de négociation. Peut-être que votre PO, il va vous dire « Ouais, mais t'es gentil, mais là, tu parles de rénover ce truc-là, mais là, on prévoyait de sortir telle fonctionnalité. Est-ce qu'on peut intervertir ?» Si vous faites ça en bonne intelligence, il y a moyen qu'en fait, il réajuste un petit peu sa roadmap et que vous puissiez réajuster aussi certains éléments de votre chantier de refonte. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en bonne intelligence. Et une fois que vous êtes d'accord entre vous, entre produit et tech, ça peut être aussi judicieux d'aller discuter avec les décideurs et décideuses de votre entreprise. Donc ça peut être le VP Engineering, le CTO, peu importe, pour vérifier qu'ils sont OK et que c'est aligné avec la stratégie de la boîte de faire ça. Une fois que vous rentrez dans votre phase de refonte, il va falloir faire un suivi et rassurer les gens avec qui vous travaillez. Là, quelques conseils tactiques. Comme vous faites un projet comme ça, le risque que ça pète est assez gros. Commencez toujours par tacler les projets les plus ambitieux en premier, quitte à les faire sur des tout petits périmètres pour voir si votre approche elle a du sens ou pas. Ce qu'on appelle un proof of concept. Deuxième approche qui se fait beaucoup dans le craft, c'est les baby steps, c'est-à-dire faites toujours des petits incréments et vous les envoyez en prod pour voir si tout se passe bien. Comme ça, si jamais ça se passe pas bien, vous savez exactement d'où vient le problème, d'accord? Vous l'annulez et vous prenez une nouvelle approche. Plutôt que partir sur un train de 6 mois et se rendre compte au bout de 6 mois que rien ne marche. Et là, faut tout jeter. Hyper important, si vous déployez régulièrement, il faut que vous puissiez, si jamais vous avez introduit un problème impactant pour les utilisateurs, il faut que vous puissiez revenir en arrière. Donc annuler le déploiement du changement que vous avez fait, très rapidement, sous 1 minute. Bon, c'est un peu arbitraire, mais il faut que ça aille très vite. Et ça, c'est un conseil aussi, c'est en supposant que la qualité de votre codebase augmente au fur et à mesure que vous faites votre refonte, assurez-vous que les développeurs ne pourront pas revenir en arrière sur la qualité. Donc mettez en place des indicateurs qui ne peuvent pas régresser. Par exemple, en modifiant votre intégration continue, en mettant des petits warnings, si jamais vous régressez. Et comme vous l'avez compris, le but de tout ça, c'est d'informer les gens qui sont impactés par notre chantier de refonte de l'avancement de cette refonte. Et éventuellement de négocier. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une coordination sur la planification des différentes tâches avec l'équipe produit. Parfois, il peut arriver que ça ait du sens de finalement réintervertir des tâches parce que ça a plus de sens vu les changements de programme qu'il y a eu. Et quoi qu'il se passe, si vous observez de nouveaux risques, tenez au courant les gens qui sont impactés le plus tôt possible. Et évidemment, si vous arrivez à passer un step, vous arrivez à cocher une des cases, célébrez-le, pas seulement entre développeurs, mais aussi avec les gens du produit et ceux qui sont impactés. Donc voilà, c'est beaucoup de conseils, c'est assez dense. S'il y avait 4 trucs à retenir, les voici. Le code legacy, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent à votre entreprise, donc ne soyons pas non plus hautains vis-à-vis de ça. Par contre, il faut que l'entreprise soit au courant que si on laisse le legacy tel quel, ça lui coûte de l'argent, et ça a des risques qui sont indirectement monétaires, mais qui sont beaucoup plus gros que juste une amende à payer chaque mois. La tentation parfois de réécrire tout le legacy en partant de zéro, c'est rarement une bonne idée, donc danger. Je vous recommande vraiment de commencer sur un petit périmètre et y aller progressivement. Les 4 étapes qu'on a vues ensemble, c'est 1, mesurer, pour que vous puissiez voir comment vous avancez dans votre chantier.
2, être dans une démarche de proposition, notamment avec votre équipe produit, pour pas être en mode tunnel planqué. Vous mettre d'accord avec l'équipe produit et avec le reste des directeurs, directrices de votre entreprise, et rassurer tout au long du processus en surveillant que vos métriques elles progressent bien et que s'il y a des risques, ils sont détectés le plus tôt possible. Et pour détecter vos risques, rien ne vaut le fait d'avoir une approche de proof of concept. On va vérifier si les choses marchent le plus tôt possible, et surtout les choses les plus compliquées en premier. Baby step, donc petit pas par petit pas, et on met en prod très régulièrement pour tout de suite détecter s'il y a le moindre problème qui se révèle. C'est tout pour moi, je serais ravi de discuter de ça avec vous pendant les questions, ou tout à l'heure en buvant un coup. Et voilà mon email, sinon, si vous voulez papoter. Merci. J'ai l'impression d'avoir entendu ce talk à Paris.js, est-ce que c'est possible? Alors, elle est présentée par moi? Non, mais quelqu'un de Shodo, je pense. Ah, peut-être. Enfin, en tout cas, sur le code legacy. Ce talk-là, c'est la première fois que je le présente. Par contre, le thème, c'est un thème que je traite très souvent en meet-up, dont à Paris.js. Souvent à Paris.js, tu pourras la retrouver sur YouTube, il y a des talks que j'ai donnés qui sont plus tactiques, qui montrent vraiment dans le code comment ça marche. Je me souviens d'un truc MongoDB sur un projet perso que tu avais. Ouais. Ouais, ok. Je me disais aussi que j'étais moi j'avais une question, parce que du coup Microsoft est en train de rebâtir son OS, et ils ont mis à la poubelle en gros leur C++, ils vont prendre du Rust. Du coup, je voulais t'interroger un peu, tu dis que la réécriture from scratch, c'est presque toujours un danger, mais est-ce qu'il y a un niveau à partir duquel, en fait, il n'y a pas le choix? Et bon, après, je vois aussi que c'est Microsoft qui, à mon avis, ont des ressources que la plupart des entreprises n'ont pas, mais je suis intéressée d'entendre ta perspective sur la réécriture from scratch avec un langage différent pour des raisons différentes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Il y a des éléments où je pense que c'est évident que ça vaut le coup de le faire. Par exemple, si tout ton logiciel est sur une stack qui est complètement obsolète et que c'est difficile de la virtualiser ou de la migrer progressivement, c'est peut-être le cas de ce que fait Microsoft, je ne suis pas au courant, mais peut-être que c'est leur cas. Il y a d'autres cas aussi. Si ta réécriture, elle s'accompagne de changements fonctionnels qui sont vraiment, genre ton nouveau produit, il n'a quasiment plus rien à voir fonctionnellement avec l'ancien, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire de la refonte progressive de l'ancien? Je ne suis pas sûr. Dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de le réécrire. Par contre, il faut garder en tête que probablement, si tu réécris, il va falloir continuer à maintenir l'ancien système pendant que tu écris le nouveau. Donc en gros, tu vas avoir 2 fois plus de taf. Et ça, c'est pas anodin. Je pense que, en tant que dev, souvent, on est un petit peu optimiste, on se dit « Oh, la réécriture, ça va aller vite ». Alors que non, ça peut prendre énormément de temps. J'étais curieuse de savoir un peu, quand on a un monolithe, est-ce que tu nous conseilles de le découper en microservices? Est-ce que ça peut être une bonne approche du problème ou pas? Je vais te donner la réponse préférée des développeurs, it depends. Ouais. Non, en vrai, comme le présentait tout à l'heure, je ne sais plus son prénom, je suis désolé, mais il disait qu'en fait, parfois, c'est pas une bonne idée de faire du microservice. Je suis persuadé de ça. Le bon juste milieu, je pense, et ce qui peut permettre d'amener vers le microservice éventuellement, c'est de faire du monolithe modulaire. Déjà, c'est-à-dire que tu découpes ton code à l'intérieur même de sa codebase ou de leur codebase. Plutôt que vouloir faire des services, c'est déjà bien si tu arrives à faire des contextes fonctionnels séparés les uns des autres et isolés les uns des autres. Là déjà, je pense que c'est un chemin qui est vertueux. Et si jamais tu veux aller jusqu'au microservice, vu que tu auras déjà isolé, ça sera beaucoup plus facile de les sortir, en fait. Donc la recommandation que j'aurais tendance à donner, c'est ça, aujourd'hui. C'est découpe déjà au sein de ta codebase, sans faire des microservices, et peut-être qu'un jour, tu voudras les éjecter pour pouvoir les déployer indépendamment. Mais souvent, c'est lourd de conséquences. Moi, la plupart des projets que je vois en monolithe, c'est une base de données qui est partagée dans tout le code. Et si tu les sors et que tu fais des microservices qui se branchent à l'ancienne base de données, en fait, ça sert un peu à rien, parce que tu as encore des dépendances entre tes microservices. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire du monolithe modulaire. Est-ce que tu aurais un exemple résumé réel de stratégie qui a été mis en place pour ça dans l'entreprise, j'imagine? C'est bien, c'est l'opportunité de faire un plug sur un autre talk. Ouais, il y a pas mal de talks que j'ai donnés ces derniers temps qui viennent d'expériences vécues en entreprise et de certaines refontes. Notamment un talk que j'ai donné pas mal de fois qui s'appelle... Oh, j'ai oublié le nom, il est un peu compliqué, il y a AST dedans. En gros, c'était un client qui avait un cache interne dans son application qui rendait très compliqué la modification de la logique métier, en fait. Et donc, on a retiré ce cache, mais qui était vraiment branché partout dans la codebase, donc c'était infernal. Et pour le retirer, on a utilisé un AST, donc un Abstract Syntax Tree.
Donc en gros, on a créé un graphe qui isolait tous les appels à ce cache interne, et on a débranché un par un toutes les branches vers ce cache. Et une fois que ce cache n'était plus branché à rien, on a pu le supprimer. Donc ça, c'est un exemple de remédiation, mais évidemment, il n'y a pas de... Il y a des techniques gros grains qui, soi-disant, sont applicables pour toutes, mais il y aura toujours une phase d'adaptation au projet, à l'équipe, aux contraintes, etc. Et ouais, si tu regardes mes précédents talks, qui sont la plupart sur YouTube, d'autres meet-up et d'autres confs, tu verras pas mal de choses très pratiques, très concrètes de comment s'y prendre.